Si, bonjour à tous. Je vais, moi, prenant la suite de cette analyse du contexte narratif de la situation de l'éducation faite par Régis, essayer d'éclairer en quoi la démarche que nous proposons est une démarche de rupture. Lorsqu'il a ouvert en Sorbonne le 25 août dernier la réunion des recteurs d'académie, le président de la République a constaté que notre système scolaire ne corrige pas suffisamment les inégalités de naissance, que la réussite d'un enfant reste trop dépendante de l'origine sociale de ses parents, que le métier de professeur n'attise plus le rêve et que les vocations se tarissent. Fin de citation. Et il en a appelé à, ouvrez les guillemets, une révolution copernicienne. Il est sans doute difficile de ne pas partager le constat de départ et la nécessité d'un changement radical, mais il est plus difficile sans doute de s'entendre sur ce qu'on entend par révolution copernicienne. Si en effet quelque chose ne tourne pas rond dans notre système scolaire, il serait à nos yeux vain de croire qu'en jouant sur tel ou tel paramètre, on pourra résoudre la question. Et avant de résoudre la question, il faut la bien poser. Par-delà le constat des inégalités de naissance, majoritairement confortées par l'école, si l'on accepte les exceptions consolantes des transfuges de classe promus grâce à leur brillante scolarité, transfuges qui ne sont justement que des exceptions et des caches-injustices dénoncées par Ferdinand Buisson il y a plus d'un siècle, quelle est la question fondamentale? S'il fallait ne retenir qu'un principe, ce serait sans doute celui de justice. Premier principe posé au lendemain de la libération par les auteurs du plan Langevin-Wallon, qui visait l'introduction de la justice à l'école. Et si l'on passe l'ensemble de notre école au crible du principe de justice, on perçoit alors l'impérieuse nécessité de rompre avec toute une série d'allants de soi plus ou moins consensuels qui font qu'ils sont toujours conservés et repris dans tous les récits de ministre en ministre, de majorité en majorité, comme s'il n'y avait de ce côté-là rien à changer. C'est pourquoi notre travail s'inscrit en rupture avec les fondamentaux d'une école néolibérale portée par un soi-disant bon sens. Bon sens partagé par tous ceux qui tiennent pour idéologique la revendication d'une école fondée sur la justice. Une rupture donc d'abord avec toute une série d'explications partielles ou de fausses explications, en tout cas d'explications faciles sur les résultats de notre éducation nationale. Ni la bureaucratie ministérielle, ni les corporatismes syndicaux et associatifs et leur attrait pour le statu quo ante, ni le prétendu pédagogisme, si peu soucieux des prétendus fondamentaux, ni le ressassé conservatisme des personnels, ni le manque d'autonomie du terrain, ni l'absence d'une culture de l'évaluation dans l'institution ne sauraient expliquer, même additionner, que notre école soit toujours capable de former une élite et incapable de former équitablement l'ensemble de sa jeunesse, comme le montrent année après année les évaluations nationales et internationales. Une rupture ensuite avec des pans entiers de l'imaginaire éducatif français partagé. Foi en l'égalité des chances, foi en la justesse des notes et des moyennes générales, foi en l'organisation scolaire qui affecte chacun dans la case qui lui convient, foi dans les procédures d'orientation, foi dans les examens, foi dans les piliers que constituent les disciplines scolaires instituées, foi dans la méritocratie républicaine, foi en un modèle politique d'éducation qui privilégie dans une école coupée du monde la transmission magistrale de savoir académique à des groupes d'élèves. Rupture aussi avec une politique des savoirs fondée sur séparation et hiérarchisation. Séparation et hiérarchisation des disciplines enseignées, ignorance des disciplines non enseignées. Les langues et cultures de l'Antiquité vont de soi dès le collège, mais ni le droit, ni la médecine, ni l'écologie n'ont de place dans les savoirs enseignés à tous. Séparation et hiérarchisation des savoirs transmis aux uns et pas aux autres, comme la philosophie, dont sont privés les lycéens professionnels. Séparation des carrières scolaires dès l'entrée au collège et renforcée à la sortie du collège avec l'orientation vers le général ou vers le professionnel. Et séparation des espaces qui leur sont dévolus. L'espace des collégiens versus l'espace des élèves de SECPA en collège, l'espace du professionnel versus l'espace du général dans les lycées polyvalents. Séparation et hiérarchisation entre l'instruction et l'éducation, si fortement marquée entre les cours, entre lesquels sont réparties les dotations horaires, et les parcours éducatifs qui se situent quand ils le peuvent dans des interstices ou des moments d'exception éducative consolante
vécue par les enseignants sur le mode de la culpabilité par rapport au sacro-saint programme disciplinaire à boucler. Rupture ensuite avec une tradition du savoir qui n'a pas à dire ce qu'il est ni à quoi il sert. De nouvelles questions centrées non seulement sur les contenus, mais aussi sur les liens entre eux. La discipline scolaire, pilier de l'école ou obstacle à la dynamique curriculaire à partir du moment où elles sont fermées sur elles-mêmes et ne se préoccupent pas prioritairement de leur articulation aux autres ni des besoins éducatifs des élèves. Notre propos n'est pas de disqualifier les disciplines, mais de penser les liens entre les divers champs de savoir, disciplinaires ou non. Une rupture avec l'organisation pyramidale et centralisatrice de l'éducation nationale. Quel travail de traduction nécessaire entre l'échelon central et le terrain? Quelle part du local, d'initiative pédagogique, confiée à chaque établissement scolaire dans l'élaboration du curriculum? Rupture aussi avec une culture dominante qui favorise les pratiques essentiellement individuelles. Nous voudrions tendre vers une culture du collectif et enraciner cette culture du collectif et de la coopération. Qu'il s'agisse des personnels ou des élèves et de leur organisation en divisions qui portent bien leur nom, le modèle est celui de la boîte d'œufs, où la priorité est d'éviter tout contact entre les parties. Rompre avec la privatisation des pratiques professionnelles est nécessaire. Une rupture, enfin, avec une vision gallo-centrée de l'école et des savoirs qu'on y enseigne. La meilleure école du monde, la nôtre, n'ayant rien à apprendre des autres et tout à leur enseigner. À l'heure de ce que Edgar Morin appelle la terre-patrie, il est urgent d'ouvrir grandes les portes de notre école au plus du monde. Une fois évoqué cet ensemble de ruptures nécessaires, pour aller enfin au fond des choses, que proposons-nous? D'abord, de rompre avec l'actuelle politique des savoirs en proposant une toute autre manière de procéder, une toute autre méthode. Il faut en finir avec des savoirs scolaires otages successifs des ministres qui passent. Ce que nous souhaitons, c'est ne pas séparer le débat sur l'école, que nous voulons, du débat sur la société que nous souhaitons. Si l'objectif est de former les citoyens et les producteurs d'une société fondée sur la compétition et dont le slogan pourrait être que le meilleur gagne, point n'est besoin de changer d'un iota l'école actuelle. Si en revanche, l'objectif commun est de former des citoyens et des humains mieux à même de faire face aux incertitudes et aux défis du monde qui vient, y compris dans le domaine de l'emploi, alors nous devons radicalement refonder une politique démocratique des savoirs, en considérant d'abord que les savoirs scolaires actuels sont très loin de recouvrir l'ensemble des savoirs indispensables aux citoyens, aux hommes et aux femmes de demain. Nous devons passer de l'ère des juxtapositions de programmes disciplinaires à celle d'un curriculum partant des finalités indiquant à quoi servent les savoirs scolaires et marquant très clairement le langage commun, le bagage commun de savoirs indispensables à toutes et à tous, les modalités d'évaluation de l'acquisition de ces savoirs, ainsi que la culture professionnelle commune à tous les personnels d'enseignement et d'éducation. Ce curriculum national, élaboré non dans un cénacle de spécialistes, mais à l'issue d'une grande consultation des citoyennes et citoyens, pourrait échapper aux aléas des changements de majorité présidentielle ou parlementaire, en étant inscrit dans un bloc de constitutionnalité qui le situerait au-dessus des lois. Il devrait être compatible avec des curriculums d'établissement permettant de tenir compte de l'environnement local ou régional, environnement culturel, économique, géographique, démographique pour le réaliser. Enfin, nous proposons de rompre avec l'actuelle politique des savoirs en proposant de définir les finalités de l'éducation, en privilégiant l'idée que l'école est là pour éduquer, en proposant des enseignements qui motivent durablement les élèves en faisant sens pour eux. Il s'agit ici non plus de méthode, mais du fond de l'affaire. Il s'agit de poser une politique éducative qui affiche clairement ses priorités, qui déplace le curseur de l'instruction quasi exclusive, parfois réduite aux sempiternels fondamentaux dont Jules Ferry soulignait l'insuffisance dès la fin du XIXe siècle. Donc, curseur déplacé de l'instruction quasi exclusive à l'éducation. Je rappelle que Jules Ferry voulait que l'école primaire soit une école d'éducation libérale. Cela signifie concrètement que l'école ne peut se contenter de transmettre, chaque enseignant enfermé, comme le disait tout à l'heure Régis dans son couloir de nage, des connaissances disciplinaires distinctes, mais viser plus, prendre en compte culture scolaire héritée, culture particulière et culture de l'humanité, afin de sortir d'une approche trop hexagonale de la culture. Cela signifie aussi tenir les deux bouts de la chaîne, assumer la tension entre universel et distance critique, tenir fermement la ligne de crête entre le dogmatisme étanche et le relativisme absolu,
Des pans entiers de savoir qui, jusqu'ici, sont chichement introduits par le biais de parcours ou d'éducation A, doivent trouver une place non pas aléatoire, mais solidement établie dans les savoirs acquis par tous. Il en va ainsi, par exemple, de la culture des médias et de l'information à l'heure des réseaux sociaux et des vérités alternatives, ou de la culture de l'éco-responsabilité à l'ère du réchauffement climatique et de l'extinction des espèces. Mais cette place de l'éducation dans les enseignements ne peut être acquise que si l'on sort d'un principe cardinal de notre forme scolaire. Une heure, une discipline, un professeur, une classe. Il est nécessaire de revoir complètement l'architecture actuelle des enseignements disciplinaires et des éducations, mais aussi l'architecture spatiale et temporelle de nos écoles et établissements scolaires. Il n'est pas sûr que le modèle uniforme national soit recommandable. Donnons à chaque unité d'enseignement tous les moyens pour réaliser le curriculum national en adaptant aux besoins de ses élèves comme aux potentialités de ses personnels, l'organisation spatiale et temporelle comme les contributions des diverses disciplines à l'œuvre éducative commune. Enfin, nous proposons de rompre avec l'actuelle séparation des savoirs et la non moins actuelle compétition scolaire pour promouvoir une école relation en cultivant l'articulation des savoirs, la relation à soi, au savoir, aux autres, à l'humanité, à la planète. On touche ici à l'essentiel. Actuellement, on vit à l'école une sorte d'écartèlement. Il y a des moments forts d'enthousiasme partagé où on réfléchit ensemble, réalise ensemble et apprend donc ensemble, non pas pour accumuler des notes pour la moyenne ou le contrôle continu, mais pour réaliser tout autre chose qu'un devoir scolaire. On apprend et en même temps on reste dans la vraie vie. Ce que l'on produit va atteindre un public réel et divers et va être évalué autrement que par une note donnée par le professeur. Mais il y a aussi des moments d'extrême tension, où le mal-être des élèves et celui des professeurs se traduisent par des actes de refus de travail scolaire d'un côté, qui entraînent de l'autre des exclusions de cours et des contrôles surprises à répétition pour avoir la paix. Cet écartèlement tient au fait que le curriculum réel des élèves est tressé de temps de travail où l'engagement individuel et collectif ont un sens et débouchent sur de véritables apprentissages, et d'autres temps où le contrôle n'a d'autre but que la note, la moyenne, le passage dans la classe supérieure, sans rien cultiver d'autre que la compétition pour avoir les meilleures places, garante de la meilleure orientation pour ceux qui y croient encore. Privilégier, dans les apprentissages scolaires, le rapport entre les savoirs plutôt que de les juxtaposer heure après heure. Privilégier dans la classe le groupe, le travail coopératif qui fait de l'hétérogénéité des élèves un cadre favorable, où chacun apprend des autres et aux autres, qui débouche sur une production collective au cours de laquelle chacun a appris de soi, des autres et des professeurs. Privilégier dans la vie de l'école et de l'établissement les temps de rencontres, de débats argumentés entre élèves, enseignants, parents, professionnels divers, associations de quartier, cultiver les échanges et jumelages avec des écoles d'autres pays, cela donne à la présence commune des enseignants et des élèves à l'école et hors de l'école son sens plein. L'école n'est plus simplement le temple des savoirs académiques, mais le forum des savoirs-relations. Relations entre les savoirs, relations à soi-même et aux autres, proches et distants, relations aux autres cultures, aux autres espèces vivantes et à la planète. Quel est le sens finalement de cette démarche de rupture? Il s'agit certes de rompre avec le confort d'un imaginaire éducatif paresseusement partagé qui nous berce et nous rassure depuis toujours. Avec l'égalité des chances, qui est contre? Personne. La méritocratie républicaine. La fille des tenanciers d'une petite épicerie-bistrot de quartier populaire devenue professeure de lettres puis prix Nobel de littérature, quelle irrécusable preuve. Les notes sur 20, les moyennes, les décisions d'orientation qui mettent chacun à sa vraie place, l'enseignement défini comme un art et non comme un métier qui s'apprend. Certes, il s'agit de rompre, mais il ne s'agit pas en revanche de rompre avec la mission de l'école républicaine dessinée par Condorcet, selon qui le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Pour notre démarche, nous voulons que les citoyens de 2002 soient non pas en admiration devant un curriculum prescrit tout fait, mais reconnus capables de l'apprécier et de le corriger. Ce que nous voulons, c'est exercer collectivement notre esprit critique à l'égard du curriculum prescrit comme du curriculum réel vécu si inégalement par les élèves de France. Nous sommes donc ici au pied du mur. La démarche de rupture radicale que nous préconisons pourrait-elle éviter de se traduire par le sempiternel débat entre révolution impossible et réforme insuffisante? Allons-nous rejouer encore et encore le débat des républicains de 1792 entre tenants de l'instruction publique et partisans de l'éducation nationale? Ce n'est pas en ces termes, finalement, des mobilisateurs que nous envisageons une démarche de rupture. Dans le même mouvement, en effet,
Nous ne transigeons pas avec les aveuglements et dénis aux sources des difficultés de notre école, mais nous nous appuyons aussi sur ces ressources afin de questionner les possibles évolutions à partir de l'existant, en sachant bien que des évolutions souhaitables pour mettre l'école en mouvement de rupture ne seront pas posées et partagées d'emblée. Notre démarche de rupture ne saurait donc s'en tenir à une critique qui n'ouvrirait pas de perspectives. Ces perspectives ne sauraient être validées par nous seuls, mais devraient être soumises au débat démocratique autour de l'école souhaitable. C'est ainsi que notre groupe de travail a élaboré un petit exemple de proposition transformatrice du curriculum des élèves de l'enseignement scolaire, comme de celles et de ceux qui se destinent au métier de l'enseignement et de l'éducation. Partant de la nécessité de donner plus de place aux parcours éducatifs et à la coopération entre élèves comme entre les disciplines et les personnels, nous proposons de réfléchir à un printemps des parcours et de la coopération. Au cours de ce printemps, pour une durée initiale de plusieurs semaines à l'initiative du Conseil des maîtres et du Conseil d'école, du Conseil pédagogique, du Comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, du Conseil de vie collégienne ou lycéenne et du Conseil d'administration des collèges et du lycée, les 4 parcours éducatifs officiels, parcours citoyen, parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé dès l'école et parcours avenir dès le collège, se partageraient le temps scolaire. Les professeurs travailleraient en équipe dès le collège, au moins bidisciplinaire. Les élèves travailleraient en groupe à des productions et réalisations autres que des devoirs strictement scolaires. L'évaluation porterait sur les compétences disciplinaires, techniques, sociales, civiques développées au cours de ces semaines. Les inspecteurs interviendraient en équipe au moins bidisciplinaire, en lien avec les chefs d'établissement dans les établissements scolaires engagés dans ce printemps. Les étudiants des instituts de formation, professeurs du premier et du second degré, personnel d'éducation, travailleraient en commun avec leurs formateurs et avec d'autres personnels à responsabilité éducative, comme par exemple les infirmières et infirmiers, les personnels de direction et d'inspection en formation. En fin de collège et en cycle terminal de lycée, ce printemps serait une composante des oraux d'examen au cours duquel les élèves présenteraient en équipe leur travail de l'année et choisiraient chacun d'intervenir sur un de leurs parcours éducatifs. Cette proposition, qui s'appuie sur les réussites constatées ici et là, mais pas partout dans le domaine des parcours éducatifs, présente l'avantage de donner un cadre unificateur tant vertical, depuis l'école jusqu'au lycée, en y associant les instituts de formation des personnels, qu'horizontal, les parcours éducatifs liés avec les disciplines dans une dynamique de parcours coopératif. Elle viserait à mettre en mouvement, à l'initiative de chaque école, collège, lycée, institut de formation, les élèves et étudiants, les enseignants, les personnels, tout en réussissant à trouver une acceptabilité générale satisfaisante de la part de tous les acteurs directement impliqués. Un accompagnement scientifique et institutionnel en conforterait la mise en œuvre et l'évaluation, ainsi qu'un soutien très fort de formation. Dûment associé à la réflexion et bien informés, les parents des élèves pourraient contribuer à un moment particulier de ce dispositif, en valorisant leurs expériences professionnelles, sociales ou personnelles, en lien avec les projets élaborés par les enseignants et les élèves. Avec cette proposition, nous donnons un simple exemple concret de la rupture que nous voulons. Une rupture avec les blocages et les carences de notre curriculum réel, s'inscrivant dans la mise en œuvre effective d'un curriculum théoriquement prescrit, qui n'est que trop partiellement ou exceptionnellement réalisé et vécu par des élèves et non par tous les élèves. Nous interpellons aussi le curriculum français positivement, en ayant confiance dans la capacité de tous les acteurs à le rendre enfin fidèle aux objectifs de justice affichés depuis longtemps sans qu'ils soient atteints jamais pour tous. Pour celles et ceux qui douteraient de la faisabilité dans le système fortement verrouillé qui est le nôtre et que nous voulons transformer, il suffit d'observer ce qui s'est passé en Corée du Sud avec l'expérimentation à partir de 2012 sur la base du volontariat, du semestre de liberté dans les lycées qui s'est généralisé puis est devenu, devant la réussite, une année de liberté. Un semestre, puis une année, au cours desquels sont suspendues les évaluations systématiques qui rythment la vie des élèves coréens et pendant lesquels les lycéens sont invités à élaborer leurs rêves et leurs talents dans des projets à leur initiative qu'accompagnent les professeurs. Après ce semestre, puis cette année de liberté, les résultats des élèves aux tests et examens académiques sont meilleurs que dans l'ancien système et leur bien-être s'est considérablement accru. Si j'évoque le cas de la Corée du Sud, ce n'est pas par exotisme. C'est en effet une des dimensions de notre démarche de rupture que de nous ouvrir aux expériences conduites dans les autres pays en matière curriculaire. Tout au long de cette première journée de séminaire, nous avons souhaité croiser les regards entre experts et professionnels français et étrangers, qu'il s'agisse de nos 2 grands témoins ou des intervenants à nos tables rondes, comme nous l'avons fait dans notre groupe de travail sur les politiques curriculaires avec un collègue du canton suisse du Tessin. Il s'agit de rompre ici avec l'illusion trompeuse d'une école française qui serait la meilleure du monde et n'aurait rien à apprendre de celle des autres pays.
Nous avons à apprendre de leurs pratiques, de leurs choix, de leurs réussites comme de leurs échecs, car de nombreux pays ont tenté de repenser leur curriculum en fonction de finalités ou de missions nouvelles données à leur école. Ils peuvent être pour nous des défricheurs et des lanceurs d'alerte, signaler des points de vigilance utiles si l'on veut réussir une nouvelle politique curriculaire accordée aux besoins de notre jeunesse et de notre société. Nous ne prétendons pas inventer, nous ne prétendons pas détenir une vérité. Nous voulons chercher avec vous, avec tous ceux qui veulent une école enfin juste, les meilleurs chemins de la rupture. Ni catastrophisme, ni cataclysme dans cette démarche, mais la volonté sincère de partir du réel pour transformer démocratiquement notre école, construction sociale et historique en devenir. En conjuguant humilité et ambition transformatrice, nous espérons ouvrir avec vous un nouveau chemin.